Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. El Hadj Doura est-il décédé? L'expression n'est pas lâchée par les enquêteurs qui s'emploient depuis des mois à démanteler le groupe de ses ravisseurs. Une tombe ensuite encore ont été identifiées à Forécaria ce mercredi. Tout porte à croire que l'opérateur économique ne vit plus. Moussa Moïsila est allé sur la scène du crime. Nous nous intéresserons dans ce journal. À l'adoption d'un enfant par un couple guinéo-allemand qui se trouve à Kamsar, et cette question, Oumou Diakité, du nom de la fillette séparée de ses parents biologiques depuis 11 mois, maintenant est-elle objet d'une adoption simple ou plénière? Silence radio du côté des autorités judiciaires de Bouquet, et vous allez entendre à la mère biologique de Oumou. Et puis le journaliste irakien qui a lancé ses chaussures contre l'ex-président américain George Bush est candidat aux législatives du 12 mai. Il a l'intention de s'attaquer aux politiciens corrompus. Encore une fois, bonsoir. Ce qui s'apparente au corps d'El Hadj Abdourahmane Diallo, communément appelé El Hadj Doura, a été exhumé ce mercredi dans le district de Malaya, dans Forécaria, grâce à une enquête de haute facture menée pendant des mois par la gendarmerie nationale. Le réseau de l'enlèvement de cet opérateur économique a été démantelé. Moussa Moïsila était sur la scène de crime et suivait. Quelques actions de coupe-coupe et premier coup de pelle pour éventrer cette fosse où est enfoui un corps depuis plus de 4 mois. Au milieu de nulle part, dans cette petite forêt du district de Malaya, dans la préfecture de Forécaria, le corps d'El Hadj Abdourahmane Diallo, communément appelé El Hadj Doura, a été mis en terre. Ses ravisseurs, qui l'ont enlevé depuis le 5 décembre 2017, expliquent dans quelles circonstances El Hadj Doura a trouvé la mort. J'ai dit, attends, je vais vérifier comment l'état de vie, parce qu'il faisait le quai, mais c'est calmé. Lorsque je suis venu, j'ai touché le vieux, ça ne mouvemente plus. Après, je fais, comment dirais-je, enlever ce qu'il est porté comme ça, j'ai touché le cœur. Ça trouvait que ça ne fonctionne pas. Le matin, moi je suis sorti, j'ai laissé El Hadj Doura vivant. Je suis sorti maintenant pour partir acheter les manger de El Hadj Doura parce qu'il mange les fonio avec la foutie. Je suis venu jusqu'à Ocase maintenant, j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé le monsieur là, ici, comme ça. Je l'ai vu assis, découragé. J'ai dit, il y a quoi? Il a dit, ah, grand, vraiment, El Hadj a décédé. Et j'ai dit, non, ça ne peut pas faire ça. Je l'ai remis, après je l'ai pris maintenant, j'ai dit, non, ça c'est la mort maintenant. El Hadj Mamadou Diallo, le cerveau de la bande, affirme que son ambition démesurée est à l'origine de son acte ignoble. Lorsque El Hadj Doura sorti à la maison à 4h, quelque comme ça, 5h, bon, Ibro, il a dit, Tony, vraiment, c'est El Hadj Doura qui sortait comme ça. Bon, lorsque El Hadj Doura est venu, maintenant, les premiers cas, c'est moi maintenant qui dois arrêter El Hadj Doura. Mais lorsque j'ai vu les vieux, je n'ai pas pu d'arrêter El Hadj Doura. Et le jour là, on n'a pas fait. On est retourné encore. Le lendemain aussi, on est revenu à 4h du matin encore. Bon, ils ont jugé nécessairement, moi, je ne peux pas faire l'action. Maintenant, ils ont donné les missions à quelqu'un qui s'appelle Zimbabwe. Lorsque El Hadj Doura est venu maintenant, Zimbabwe il est venu, il a dit El Hadj assalamu alaikum. El Hadj dit alaikum salam. Maintenant, il a jeté sur El Hadj Doura. Maintenant, nous tous ici, on est sortis, on a aidé de faire entrer El Hadj Doura dans la voiture. Pour l'exhumation, le haut commandement de la gendarmerie nationale, sous la vigilance d'une juge d'instruction, a pris toutes les dispositions. Le site est quadrillé par des gendarmes armés depuis le 26 avril 2018. Après plus de 2 heures de fouilles, sous la clairvoyance du médecin légiste, le corps d'El Hadj Doura, complètement décomposé, apparaît dans la fosse, emballé dans un drap. Sur l'identité du défunt, le médecin légiste ne laisse planer aucun doute.
Mais en réalité, on a été mis en présence d'un corps qui était déjà en putréfaction avancée, ce qui est en rapport avec le délai post-mortem. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort il y a plusieurs mois et qui a été enterré, ce qui est un très bon signe et qui est en rapport avec la personne que nous recherchions. Et ensuite, on avait certaines données antemortem qui consistent de El Hadj Doura que nous recherchons. Nous avons pu sur place vérifier certaines données antemortem qui sont révélées également en rapport avec l'identité de El Hadj Doura. Donc à ce stade, on peut affirmer que le corps qui a été exhumé ce matin est bien le corps de El Hadj Doura. Donc aujourd'hui, si le monsieur légiste qui est là, qui confirme le corps qu'on a vu ici, effectivement c'est El Hadj Abdourahmane, donc tant mieux. Parce que le but c'est de le retrouver en vie. Et si c'est lui qui est là aujourd'hui, moi je suis encore très heureux. Parce que mon père nous avait toujours dit, on ne sait pas dans quelles circonstances quelqu'un peut mourir et dans quel pays il peut mourir. Que n'importe où à travers la planète où il mourra, il faudrait que le ramène dans son village, là où repose son père et là où repose sa mère. Aujourd'hui, si c'est lui qui est là, ça va nous permettre, nous, la famille, de faire le deuil et de le ramener dans le village natal et l'enterrer auprès de ceux-ci. La gendarmerie nationale a réussi un beau coup de filet, mais l'enquête, elle, n'est pas encore close. Depuis que la commission a été saisie de l'affaire, nous avons travaillé comme vous l'avez constaté. Vous avez eu des différents résultats au fur et à mesure qu'on transférait les gens au niveau de la justice. Donc avec l'entraide judiciaire, avec la collaboration des uns et des autres, mais aussi de la population, nous avons capitalisé pas mal d'informations que nous avons exploitées. Parmi les suspects arrêtés, 2 maîtrisent les armes. L'un est élève policier et l'autre est militaire radié des effectifs de l'armée. Le corps du vieil homme, octogénaire, a pris finalement la direction du laboratoire du médecin légiste où d'autres analyses médicales l'attendent. Le colonel Mamadou Alphabari revient sur le mode opératoire de ses ravisseurs. Je vous propose de suivre cet élément. Le 5 décembre 2017, El Hadj Doura a été kidnappé par un groupe de ravisseurs, déposé au niveau de son Fonia dans un domicile. Et par après, on l'a déplacé encore vers Dubreka. Vers Dubreka, on l'a pris encore là-bas pour l'amener vers Forêt-Caria. La gendarmerie a ouvert une enquête avec une commission qui a réussi à démanteler le groupe. Donc le groupe s'est éparpillé à un moment donné. D'autres se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Togo, au Bénin. Et l'initiateur de ce kidnapping qui était El Hadj Mamadou Diallo, dit El Hadj, s'est retrouvé en Guinée-Bissau où il était en train d'investir l'argent qu'il a eu dans ce kidnapping-là. Donc c'est dans cette optique que les services de sécurité ont réussi à mettre main sur lui et on l'a fait venir. Et à partir de là, les enquêteurs ont poussé, et voilà, eux-mêmes nous l'ont dit, voilà la prétendue tombe de M. El Hadj Doura. Un jeune a été percuté par un véhicule de l'ambassade de la Russie. L'accident s'est produit samedi dernier à Sangoya. La victime est alitée à l'hôpital depuis. Et les diplomates russes exigent le constat de la police pour s'occuper du jeune. Ce rapport tarde à venir et pendant ce temps, Moustapha Berete est abandonné sur son lit de malade. Mamadou Kalissou et Ibrahim Souma. Le week-end dernier, Moustapha Berete a failli laisser sa vie à Sangoya PA dans un accident de la circulation. Il a été percuté par un véhicule d'un diplomate russe qui l'aurait traîné sur plusieurs mètres. Aujourd'hui, son état nécessite une intervention chirurgicale qui coûterait 4 millions de nos francs. Et la famille dit être en manque de ressources. Le jeune, vraiment, il se plaint parce qu'il doit suivre l'intervention chirurgicale au niveau du bras qui est cassé. Et vous avez vu déjà le ventre. Le ventre est là, et il se plaint du dos, il ne peut pas se coucher, il est assis, il ne peut rien pour le moment. Et nous, étant pauvres, qu'est-ce qu'on peut? Pour prendre en charge l'accidenté, les Russes exigent le rapport du constat de la police.
Un rapport qui tarde à venir. Pendant ce temps, Mustapha souffre énormément. Sa mère ne sait plus quoi faire. Ce que je demande à l'État guinéen aujourd'hui, si c'était dans le pays russe aujourd'hui, qu'un Guinéen avait fait ça à un citoyen russe, on allait voir ce qui allait se passer. Mais que maintenant on est en Guinée, on voit l'état de l'enfant, et avec l'état de l'enfant, moi je demande à l'État de venir en aide à l'enfant d'abord, et de protéger les citoyens qui sont en danger, parce que là on n'a pas de sécurité avec la police, ni quoi que ce soit. Quand on se sent pauvre, on n'a pas de droit. C'est ce que moi je lance à l'autorité guinéenne, de prendre toutes les dispositions dès maintenant, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mon enfant, parce que là je n'ai plus d'espoir pour l'état de mon enfant. Selon le rapport de la police établi par la routière d'Anta, Bérété a été percuté par un autre motard. Dans sa chute, il s'est retrouvé sous la voiture du diplomate russe. Une version qui conteste la victime. Le motard ne m'a même pas touché. C'est la voiture qui est venue me taper. J'ai perdu le contrôle. Il voulait me tuer, franchement. Je souffre énormément. Aux dernières nouvelles, le rapport tant attendu n'a été déposé à la direction de la sécurité routière qu'hier mardi. Le directeur Babacar Sarr lui-même ne semble pas connaître beaucoup plus sur son contenu. Les premières journées initiatives de l'hépatite ont été lancées ce mercredi à Conakry. C'est une initiative de l'ONG AICAR et du comité scientifique de l'hôpital national Ignace Dine. Des hauts cadres des structures sanitaires du pays ont assisté à la rencontre. Ils se sont engagés à unir leurs efforts pour élaborer un plan de lutte contre l'hépatite. Cet compte rendu de Mamadou Kalisso, rendu en studio par Makiso. L'hépatite est aujourd'hui pour l'humanité un problème de santé publique. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est le continent le plus affecté par cette maladie. L'idée, c'est de faire une étude de prévalence nationale pour attirer le ministère de la Santé sur la problématique et l'impact des hépatites virales en Guinée, et aussi pour accompagner, parce qu'il ne s'agit pas de dépister les gens et les laisser comme ça. On fait le test et on traite les gens. En Guinée, les patients de l'hépatite ne se rendent dans les structures hospitalières qu'en phase compliquée. D'où cette rencontre entre personnel de santé pour préparer la lutte contre cette maladie virale. Nous avons déjà des malades qui souffrent de l'hépatite C, nous avons une dizaine. Donc ce projet va nous permettre de dénicher les autres aussi qui ont l'hépatite C et éventuellement voir comment pallier à leurs problèmes. De nos jours, l'hépatite B peut être dépistée en Guinée. Par contre, l'hépatite C ne l'est pas. Et les frais de traitement ne sont pas à la portée de tout le monde. Si vous voulez, le bilan biologique tourne autour de 2 millions. Donc ce qui n'est pas accessible pour un citoyen lambda. Donc c'est au minimum, pour faire tout ça, il faut 2 millions. Et donc, sans tenir compte du traitement, il y a ces molécules qui sont disponibles dans certaines pharmacies privées, mais qui sont très chères. Comme les moyens de traitement coûtent cher, les médecins conseillent de prévenir. Cette maladie se transmet entre autres de la mère à l'enfant, par la transfusion sanguine ou encore les relations sexuelles non protégées. Journée de présentation, version révisée des outils de collecte des données de la surveillance épidémiologique ce mardi à Conakry avec l'appui financier de CDC. Les nouveaux outils vont permettre de renforcer le système sanitaire de la Guinée dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Malik Chongana Kamara, compte rendu. Le passage de l'épidémie à virus Ebola a démontré la défaillance du système sanitaire guinéen. Les outils de surveillance épidémiologique qui existaient depuis 2001 n'ont pas pu détecter la maladie à temps. Donc on a mis en place une équipe de révision qui a été dirigée par le Centre de contrôle des maladies CDC des États-Unis et qui nous a aidé non seulement à financer mais à mettre en forme ces nouveaux outils qui vont désormais nous permettre d'enregistrer et de
faire la transmission des données de surveillance du terrain vers le niveau central et aussi retourner les rétro-informations. CDC, présent en Guinée depuis septembre 2014, assiste la Guinée dans le cadre sanitaire. Les 13 outils de collecte des données présentés constituent une étape très importante dans la lutte contre les épidémies. Le développement de ces outils va permettre de collecter des données de façon concertée, de façon uniforme à travers le pays pour s'assurer que les données sont fiables, sont complètes et qu'on peut les utiliser pour prendre des bonnes décisions au niveau du ministère de la Santé sur les maladies à potentiel épidémique. Les cadres du ministère de la Santé se réjouissent de ce travail collégial. Ils prévoient une campagne de dissémination dans le pays pour une bonne utilisation des outils mis à la disposition des structures sanitaires du pays. Le ministère de la Santé est très heureux de partager donc ce travail qui a été fait. Nous procéderons également à une dissémination active afin que tous les acteurs qui seront impliqués dans la surveillance puissent être formés sur l'ensemble de ces différents documents. Il n'y a pas de système de santé performant sans une base de données fiable, soutiennent les agents de santé. Une équipe de gendarmerie a mené une opération musclée ce mercredi pour déloger les occupants du bras de mer du pont de Kaporo. Leur descente a provoqué la colère des jeunes de ce quartier qui ont érigé des barricades sur la route tôt le matin. Ils exigent un dédommagement de la part des autorités après avoir perdu, selon eux, de nombreux objets de valeur. Une responsabilité que décline le président du conseil de quartier qui estime que ceux-ci étaient déjà mis en demeure de quitter les lieux. Pour plus de précisions, suivez le reportage signé Alpha Omar Baldé et de Ibrahima Souri Kamara. Des conteneurs et hangars éventrés. Leur contenu, ou du moins ce qui en reste, éparpillé dans tous les sens. Des arbres déracinés. On penserait au passage d'un ouragan. Mais ce n'est rien de plus qu'une opération de déguerpissement entamée par les autorités sur cette bretelle qui était jusqu'hier un centre de négoce très animé. Une action qui a déclenché l'ire des occupants des lieux qui ont barricadé la route pour répondre à cet acte qu'ils jugent inadmissible. La partie là, c'est pour mon grand frère, il s'appelle aussi Isiaka Fofana. C'est le matin là, à 6 h qu'ils ont, on l'a appelé de venir, que la machine est de venir ici pour dégazer la partie là. Maintenant il s'est levé, il est venu pour faire sortir les médicaments dedans. Maintenant il y avait ses amis qui l'aidaient pour faire sortir les médicaments. La machine était maintenant auprès de lui. Ils ont fait l'arbre là qui est derrière ici là. La machine a pris l'arbre là pour faire monter. Maintenant lui il sortait maintenant en courant. Il y a une branche de l'arbre là qui est tombée sur son rein. Il est couché à l'hôpital comme ça, il ne part pas. Leur récit est plein d'émotions. Mais pour le responsable du quartier, cette opération est une victoire pour sa juridiction. Parce que cette artère était devenue un véritable ghetto qui échappe à tout contrôle. J'ai vu une montée d'insécurité sur les lieux. J'ai écrit au maire, au commandant de la compagnie, au commandant de la brigade des chefs équipés, au commissaire central de la Toma, à la CMS, tous pour qu'ils me donnent la même fois envie de déguerpir ces gens parce que les lieux étaient impropres. La consommation de la drogue et de l'alcool était vraiment d'une manière incalculable et indescriptible. À cela, il faut ajouter le fait qu'ils ont reçu une assignation de commandement de quitter les lieux, livrée par un huissier de justice datant du 10 novembre 2017. 2016-2017, les gens ont été appelés à quitter les lieux. Ils ont reçu les papiers d'une réquisition de commandement de quitter les lieux par un huissier assisté du chef secteur. Les documents sont là. Selon M. Souma, cet espace appartiendrait à M. Cheikh Sadibou Khan, qui détient un permis d'y construire une station-service délivrée par l'État. Sommet de déguerpir d'ici ce jeudi, les habitants de la décharge de Dar es Salaam ont rencontré ce mercredi le médiateur de la République. Il demande au gouvernement à travers lui des mesures d'accompagnement. Mohamed Saïd Fofana n'a pas fait de promesses, mais ses citoyens restent confiants. Ouminatou Sidibé et Aloussine Kamara. Nous sommes à moins de 24 heures de la date butoir donnée aux populations riveraines de la décharge de Concasseur pour quitter leur habitation. Ainsi, rencontrer le médiateur de la République est pour le moment le seul recours pour ces habitants, soucieux pour, disent-ils, plusieurs raisons.
Nous sommes à l'approche du mois de Carême. Nous sommes à l'approche des grandes pluies. Encore, l'année scolaire de nos enfants et notre frère est en jeu. Ce n'est pas fini. Donc, si nous quittons ici maintenant, là, leur année scolaire sera une année blanche. En plus, on n'a pas là où partir. On n'a pas parlé de nous recaser, à plus forte raison, nous indemniser. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour exprimer notre cause. Pas d'engagement de la part du médiateur, avouent les habitants de la décharge. Mohamed Saïd Fofana a insisté sur le fait que cette décharge constitue un véritable problème de santé publique. Et les grandes pluies qui s'annoncent font craindre le pire. Il nous a dit d'être calme, sereine, sensibiliser la population riveraine de la décharge, leur faire croire, d'après les scientifiques, qu'il y a l'effet du gaz autour de nous, qui est nous qui sommes plus proches de la décharge. Que, Inch'Allah, lui, il va plaider à son tour auprès du gouvernement et auprès du ministre. Cette rencontre pourrait ne pas être une solution pour cette population inquiète de l'ultimatum du gouvernement. Le médiateur de la République, quant à lui, suggère de sensibiliser les riverains. On en vient à ce sujet annoncé dans les titres. Deux familles opposées pour l'adoption d'un enfant. L'affaire se passe à Boké entre la mère biologique de l'enfant et un couple guinéo-allemand résidant à Kamsar. À la base, une adoption simple était consentie par les parents biologiques. Et sauf qu'à l'établissement des actes de la procédure, les adoptants, avec le concours de quelques personnels du prétoire, auraient changé la forme en une adoption plénière sans aviser les parents biologiques de Oumou Diakité. La plainte de ceux-ci pour récupérer leur enfant et mettre fin à cette procédure tordue reste sans suite favorable, même avec l'assistance des ONG de la protection des couches vulnérables. Mohamed Souma et Amara Alexosila nous en disent plus. C'est une affaire qui jette du discrédit sur le TPI de Boké. Alpha Diakité et son épouse Dame Diakité Fatoumata Kamara, après 7 longs mois de refus et de prières des adoptants, ont consenti à donner en adoption simple leur enfant Oumou, âgé alors de 2 ans. 11 mois après, le récit des événements est tout autre. Ina ga adresse tongo muto ge muna na signature ba muto ge ma na zizi Mehmed Silla Boké ana vala na zizi ana kedi go zizi na ana kedi muno ma nyonde to ana ka temuna ana wasga man dan 3 jours fa ana awodi di tan so anira ire ana woto bar ge beli de ki di tan ha fe muno ma fude wo ma sono ana wodi so anira dan 3 jours fa ketongo di dan 3 jours na lo ku ye ba mbore na ka siga mutan ko ngambira asiga Mehmed Silla ira ko abir fi Mehmed Silla ma Mehmed Silla kedi tongo ama findi adoption pleinaire la a fasama ko amutan be muna dira sono adi nga khilima sara adi babe khilima sara adi gindi khilima sara Oumou Diakité ata khilisa Marguerite Jasper. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le couple adoptant, mais la réponse de celui-ci ne surprend guère, un refus de communiquer. Si au début, le procureur saisi a demandé la remise de l'enfant à ses parents biologiques au point même de recourir à la force publique, aujourd'hui, sa décision est incomprise. Porque to kede biri mato na kede sese mama sengi bara di adopté de na fala mu ka ko biri ba sore ga gore mai re tongo gine ba di ba ga faira be mutin fadi ina ha 2 millions muna wa ga lu 1 million na 1 million muna sa karaba muna ga fa 1 million na muna ga suenira e sa fa mu fa dira e kedi na ma ko ran amuna agrefie bara kedi to akedi na muna pour que ruina ne ka wa ko sna de hande adira lu ne ira awa ga mutan na la no manana na mo be mo ra lan fe dira lu ne mo fa na mo d'accord. Pourquoi l'évidence du droit à dire est écartée? La justice aurait-elle 2 vitesses? En attendant que la cour d'appel désormais saisie du dossier rende sa décision, Fatoumata et son époux sont privés de leur enfant. Les acteurs de la société civile veulent contribuer à la lutte contre l'immigration illégale.
venus du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Ils ont échangé ce mercredi à Conakry sur les mécanismes à mettre en œuvre et déjà plusieurs pistes de solutions sont proposées. Mohamed Valek Touré et Aliouba. C'est une rencontre des acteurs de la société civile guinéenne et des activistes du Sénégal, du Mali et du Burkina pour échanger sur la crise migratoire en Afrique. Ils devraient faire un plaidoyer en vue de renforcer les dispositifs légaux contre les migrations des jeunes. Il est nécessaire aujourd'hui de construire un véritable dialogue entre les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics et tous les partenaires sur la lutte contre le trafic et la traite des personnes pouvant conduire nos Guinéens, c'est-à-dire nos compatriotes, à être bloqués, à être maltraités dans les pays du Maghreb et dans les pays du Moyen-Orient. Une journée qui a donné lieu aux échanges d'idées sur les méfaits de la migration et le trafic des êtres humains. Les partenaires qui sont venus apporter leur aide sont prêts à travailler avec ces acteurs pour mieux combattre le phénomène. Nous sommes là pour instituer en fait des espaces de dialogue et pour accompagner dans des actions. Et nous espérons que voilà, au moins, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça pourra permettre déjà d'être une pierre pour régler ce problème qui concerne la Guinée, qui concerne la région, mais qui nous concerne. Aujourd'hui, pour mieux répondre aux questions de migration irrégulière, il est important d'y ajouter, d'y adjoindre donc un cadre théorique systémique qui intègre la question de la traite et le trafic. Des acteurs entendent mettre en place une plateforme de concertation sur les questions d'emploi et des campagnes de sensibilisation dans les écoles pour permettre aux jeunes de comprendre les dangers de l'immigration. L'une des recommandations de notre étude, c'est de renforcer cette sensibilisation au niveau communautaire, informer nos parents dans les villages que dans l'aventure, dans le voyage, dans les projets de voyage des jeunes, il y a des risques. Il y a des risques de traite, il y a des risques de trafic. Plusieurs cadres du ministère des Mines, de l'administration du territoire et les sociétés minières ont échangé ce mercredi sur le Fonds de développement économique local, un fonds qui devrait permettre aux populations des zones minières de bénéficier de routes, des forages, écoles et autres infrastructures. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Mines, Alsene Bari, et Abou Kouria Kourma étaient de la partie. Un décret de mise en place du Fonds de développement économique local avait déjà été pris. Désormais, il s'agit de son opérationnalisation au bénéfice des populations. Pour cette raison, cadres du ministère des Mines, de l'administration du territoire et les sociétés minières se réunissent pour en débattre. Cet atelier est d'une importance capitale dans le cadre de l'opérationnalisation effective de ce fonds de développement économique local et en prélude à la mise en place des conseils communaux, nous nous apprêtons à ce que ce fonds puisse être effectivement opérationnel et qu'il soit utilisé sur la base de procédures claires et transparentes pour que l'utilisation en soit connue de tout le monde et que les administrateurs qui seront en charge de l'exécution des projets rendent compte non seulement au niveau des communautés, mais au niveau aussi de l'administration nationale. Certes, les sociétés minières ont besoin des mines, mais les populations ont également besoin des moyens financiers pour leur épanouissement à travers des projets viables et bancables. Il s'agit ici pour les collectivités de construire des centres de santé, des postes de santé, des puits villageois, en tout cas toute infrastructure qui peut contribuer à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations à la base. Et le FODEL, effectivement, vient à point nommé parce que c'est une structure, c'est une taxe qui permet, n'est-ce pas, de pallier à ces insuffisances au niveau des communautés à la base. À la veille de la mise en place des conseillers communaux, l'espoir semble être permis pour ces populations.
Sikambaya, une sous-préfecture de Bisikrima, a aujourd'hui une mosquée et un poste de santé améliorés. C'est parce que dans ce district, les fils vivent en harmonie, mais aussi parce que la diaspora a une belle vision pour développer le village Kambaya. Le district des enfants solidaires est un reportage de Mamadou Saliouba et de Salif Olifosissi. Il fait partie des districts qui n'attendent presque rien de l'État. Kambaya, à plus de 400 km de Conakry, donne l'image d'un quartier huppé. C'est pourtant un district. Mais ici, des belles maisons qui sortent de terre, des belles voitures, on en trouve un peu partout. Et si l'image est attrayante, c'est parce qu'ici les habitants ont appris à vivre en famille, à attendre peu de l'État. Les citadins qui sont assis au village ne font que prier et bénir pour ceux qui sont sortis, aller ailleurs, au moins aller chercher, penser à leur village, venir au moins reconstruire le village. Et l'initiative n'a pas menti. Cette mosquée parfaitement aménagée est le fruit de la solidarité entre les fils et filles de Kambaya. Quelques 5 milliards de francs guinéens ont été mobilisés pour construire cette maison de Dieu. Des climatiseurs, de la lumière, les fils de Kambaya n'ont rien oublié pour surprendre les étrangers. Étonné et surpris en même temps parce que je pouvais m'attendre à tout sauf à ça parce que on est quand même dans un coin très reculé. Un coin très reculé mais qui ne manque presque de rien. Ce poste de santé parfaitement équipé avec une pharmacie, un laboratoire, une salle de soins, une salle d'accouchement est construit par une seule personne, et la voici avec sa femme. Tu sais, rien n'est plus bon et plus cher que la santé. Alors, la santé n'a pas de prix. Tout ce montant-là, je l'ai fait pour aider la communauté, pour aider le gouvernement. 1 milliard et plus de 500 millions de francs guinéens ont été nécessaires pour construire ce poste de santé. Preuve que la diaspora a une belle vision. Ici, les habitants ne doivent qu'à eux-mêmes leur développement. Et les populations du district de Kambaya, situé dans la sous-préfecture de Bisikrima, viennent de bénéficier de 2 infrastructures sociales de base. Il s'agit d'une mosquée et d'un centre de santé amélioré. Ces œuvres ont été réalisées sur fonds propres par des fils et filles de cette localité. La cérémonie a mobilisé des autorités religieuses, administratives et certains ressortissants de la localité. Ismaël Labé et Lamine Silla sont nos envoyés spéciaux. C'est par la remise de cet établissement sanitaire amélioré que la cérémonie a commencé à Kambaya. Initié par un fils de la localité, le coût de réalisation s'élève à 1 650 295 000 francs guinéens. L'objectif est de contribuer à la qualité des soins à la base, explique le donateur. Monsieur Ibrahim Adjane, homme d'affaires, fils de Kambaya, a eu l'initiative d'accompagner la politique sanitaire de Monsieur le Président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, en construisant un poste de santé moderne équipé de matériel de la première génération. Le directeur préfectoral de la santé de Dabola a salué l'œuvre avant de s'engager pour le bon fonctionnement de cette structure sanitaire à travers un personnel de santé qualifié. Nous sommes à plus d'un titre réconfortés que cet édifice soit construit dans un district sanitaire. Pour le PDG du groupe Adafo Média, le développement à la base commence par les initiatives individuelles. Je pense que c'est le développement à la base, c'est très important. Il l'a dit, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc à un moment, je pense que les fils du terroir doivent prendre leurs responsabilités en main et d'agir. C'est ce qu'il a fait, Ghané. Je pense que c'est des initiatives salutaires qu'il faut encourager. En même temps, donner le ton aussi à d'autres fils, à d'autres contrées de la Guinée pour essayer de suivre le pas de Ghané. Ce qu'il a fait, je pense que c'est super important. Après cette remise officielle, une autre infrastructure a été inaugurée à Kambaya. Il s'agit de la nouvelle mosquée, construite et équipée grâce à l'apport communautaire des fils et filles de la localité, résidant et ceux vivant à l'extérieur. Le but est de contribuer au rayonnement de l'islam. Un tel investissement
de plus de 5 milliards de francs guinéens, financé entièrement 100% sous fonds propres des ressortissants. Et nous remercions Dieu encore. Le secrétaire général adjoint des affaires religieuses s'est réjoui de cette réalisation avant d'exhorter les fidèles au renforcement de l'unité nationale. Nous avons jugé nécessaire de venir participer et remercier les fils de Kambaya. Comme la réalisation de telles belles mosquées vraiment montre leur foi en l'islam. À Kambaya, les cases en paille laissent place progressivement aux maisons en dur, ce qui explique le souci de ces ressortissants à développer leur localité. La chaîne Canal a officiellement lancé sa filiale Canal Plus Guinée ce jeudi. Plusieurs dispositifs sont également créés pour faire vivre la Coupe du Monde à ses abonnés sur les chaînes Canal Plus Sport. Des innovations sont apportées pour répondre aux préoccupations de ses clients. C'était ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée par ses responsables. Compte rendu Paul Fatiak Tunkara et Kerno Sadouba. Depuis le 1er avril, Canal a institué sa propre filiale en créant plus de 300 emplois directs et indirects. Cela pour répondre aux préoccupations de la population en lui offrant une meilleure qualité de connexion, en promouvant le business à travers des investissements pour développer le pays. Nous avons parlé du lancement officiel de Canal Plus en Guinée. Parce que ça n'existait pas avant. Avant, il y avait deux grands distributeurs, Satelcom et Wigo. Et aujourd'hui, Canal Plus est lancé officiellement. Et c'est Canal Plus a fait des plus. Canal Plus a récupéré tous les employés de Wigo et de Satelcom pour protéger l'emploi dans le pays, bien sûr. Et actuellement, je parlais de plus de 300 emplois que Canal Plus a protégés, emplois directs et indirects. En plus d'avoir l'exclusivité de la Ligue des Champions sur les 3 prochaines années, soit jusqu'en 2021, Canal Plus met en place des dispositifs pour faire vivre la Coupe du Monde comme si vous étiez. Des magazines, des reportages assez bien fournis, des décryptages de matchs pour faire vivre la passion du football mondial à ses abonnés. Ensuite, pendant la compétition, il y aura une continuité d'antenne sur Canal+. Nous aurons 2 émissions phares, Canal Russie Club et la Coupe du Monde 2018 FIFA, l'émission, qui vont être 2 émissions qui seront pendant toute la durée de la compétition. Donc 2 magazines. Le premier magazine est un magazine journalier, tous les soirs de compétition sur la chaîne Canal+ Sport 1. Et ensuite, le deuxième magazine, ce sera pendant les principales phases de la compétition que ce magazine se déroulera. Canal, toujours dans ses œuvres d'innovation, offre MyCanal qui est un service gratuit disponible sur ses chaînes pour permettre de vivre la Coupe du Monde où vous voulez et quand vous voulez. Nous avons un dispositif unique également qui est MyCanal, qui permet de suivre son abonnement quand on le veut et où on le veut et qui permettra à nos abonnés de pouvoir regarder la Coupe du Monde même s'ils ne sont pas devant leur téléviseur. Présent à cette cérémonie de lancement, le groupe de danse Pokémon a remercié les responsables de Canal pour la promotion des talents locaux avant d'inviter la population à souscrire à leurs différents services. Voilà, le sentiment, on est vraiment content d'entendre ça. Avoir la chance d'être soutenu par Canal+, c'est pas un petit truc. Donc du coup, nous, on est vraiment contents. Nouvelle promo chez Vivo Énergie Guinée ce mercredi. La société de distribution de carburant a présenté sa nouvelle campagne Shell Extra Challenge à travers une conférence de presse tenue à son siège. La société Vivo Énergie a officiellement lancé cette promo qui se déroule dans 10 villes guinéennes. Abdourahmane Ba et Alcéni Camara pour plus de détails. Cette campagne va mettre en compétition les clients de la société Vivo Énergie, conducteurs d'automobiles. 3 étapes sont proposées pour cette promo appelée Shell Extra Challenge. C'est notamment la tombola, le challenge des 1000 et celui des clients. La procédure est simple, il suffit d'acheter 200 000 francs de carburant Shell pour être éligible. Chaque fois qu'on fait un achat à hauteur de 200 000, on a un ticket de participation. Grâce à ce ticket, une souche est gardée dans l'urne qui se trouve dans la station et un reçu, un volet est remis au client. Le 2 juin, nous allons procéder à un premier tirage où nous comptons récompenser 80 personnes. Dans chacune des étapes, il y a des modalités et des règles à suivre. Cette campagne offre des chances aux clients de Vivo Énergie de gagner plusieurs lots. C'est le cas d'une voiture 4x4 qui sera décernée comme gros lot et pour la dernière étape.
Ce dernier tirage aussi, il y aura un gagnant de 6 millions et il y aura 79 autres personnes qui vont aussi gagner du carburant gratuit. Donc plus les gens achètent, plus ils gagnent. Quand un client vient, il achète à hauteur de 600 000 de Shell Super Extra par exemple, il a droit à 3 tickets et ainsi de suite. Cette campagne de promo Shell Extra Challenge a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2018 dans toutes les stations de distribution de carburant Shell de 10 villes guinéennes. En interactualité, une quinzaine de slameurs venus du monde entier s'affrontent à Paris pour la 12e Coupe du Monde du Slam jusqu'au dimanche 13 mai. Zumbi que você afrontou, a minha cor que você ameaçou não vai passar batido. E afronta. Eu tá pronta. Pronta pra entender que seu vocabulário é só papo. C'est ouvert à toutes les formes de poésie. Donc, et la poésie, il y a des centaines de formes. Ça va du sonnet au rap, en passant par le haïku, en passant par la poésie intergalactique, de la poésie sonore. Donc c'est une auberge espagnole de poésie. Mon englouti, je me sens tout petit et pourtant je suis trop grand, je sors du cadre apparemment. Mais je cherche à comprendre, jamais à apprendre, et je cherche à convaincre, jamais à vaincre. It's so open, you can do it about any topic, anything. It's so vast that I think it's good to tell a story and get people involved in a narrative. I think that's kind of universal. Guerrière de lumière dans l'obscurité, samouraï de l'humanité, refus de la facilité. Je cherche la bataille qui vaille l'ultime vérité. Je cherche la bataille qui vaille mon identité. Et pour finir, le journaliste irakien qui s'était fait connaître en lançant ses chaussures contre l'ex-président américain George Bush à Bagdad est candidat aux législatives du 12 mai avec l'intention de faire rendre gorge aux politiciens corrompus. C'était l'une des images phares de l'année 2008. Le journaliste irakien Muntazer El-Zaidi lance ses chaussures sur le président américain George W. Bush, instigateur de la guerre en Irak. 10 ans plus tard, le voilà qui fait à nouveau parler de lui, mais devant la caméra cette fois. Il se présente aux élections législatives du 12 mai prochain sur une liste regroupant des partisans du dirigeant chiite populiste Moqtada El-Sadr et des communistes. Son programme fait rendre gorge aux politiciens irakiens corrompus et demander des comptes aux États-Unis. Je travaillerai pour juger tous ceux qui étaient impliqués dans l'occupation de l'Irak. Et j'exigerai que les États-Unis s'excusent auprès du peuple irakien et indemnisent toutes les victimes de l'invasion américaine. Condamné à 1 an de prison après son lancer de chaussures, Muntazer avait été libéré au bout de 9 mois pour bonne conduite. Considéré comme un héros par beaucoup dans le monde arabe, il s'était réfugié au Liban. Aujourd'hui, il est de retour en Irak et revient volontiers sur l'acte qui l'a rendu célèbre. Je regrette, parce que je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Mais pourquoi devrais-je regretter quoi que ce soit? Regretter quoi? Un homme qui a tué mon peuple? Un homme qui a provoqué le plus de tragédies au monde? La guerre qui a eu lieu au Vietnam, elle a eu lieu ensuite en Irak. Regretter quoi? Cet homme a détruit mon pays. Placé à la 95e place sur 138 sur la liste à Bagdad, Muntazer a peu de chances de rentrer au Parlement. Mais depuis qu'il a annoncé sa candidature, il enchaîne les interviews avec des médias du monde entier, dans l'espoir de faire parler d'autre chose que ses pieds. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.